Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. La Chambre haute du Parlement poursuit l'examen du projet de loi de finances et hier, il était question du budget de la justice. Les sénateurs ont voté contre cette partie du budget à 291 voix contre et 42 voix pour. Sur les créations de places de prison, sur la réforme de l'aide juridictionnelle d'État, sur tous ces points, le gouvernement doit revoir sa copie, ont dit les sénateurs. Direction l'hémicycle pour suivre cette séance, préparée aujourd'hui pour Public Sénat par Alice Bardot. Depuis plusieurs années, le ministère de la Justice n'a pas les moyens d'exercer convenablement ses missions, mais l'augmentation des moyens de la justice qui se matérialise depuis quelque temps produit lentement ses effets. Dans les tribunaux, les établissements pénitentiaires, les personnels expriment leurs difficultés, voire parfois leur désarroi pour exercer leur métier, ce qui n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur leur état de santé. En effet, la surpopulation carcérale ou des délais de jugement trop longs contribuent à décourager les agents qui parfois ne trouvent plus de sens à leur action. C'est dans ce contexte de forte attente, et quelques mois après la promulgation de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, que s'inscrit ce projet de loi de finances pour 2020. Des attentes s'agissant des moyens, mais aussi en termes de fonctionnement de la justice. Force est de constater que les crédits qui nous sont proposés aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ces attentes. Madame la ministre, la Commission des finances propose donc de ne pas adopter les crédits du ministère de la Justice, considérant qu'en dépit des transformations engagées, le gouvernement s'affranchit des engagements pris devant la représentation nationale au moment du vote de la loi de programmation et de réforme pour la justice. Avec un budget de 9,38 milliards d'euros en 2020, le ministère de la Justice bénéficierait de 242 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2019, soit une hausse de 2,7% de ses moyens à périmètre constant. Mais alors que la loi de programmation votée par le Parlement en février dernier prévoit une augmentation de 400 millions d'euros de crédits entre 2019 et 2020, le projet de loi de finances propose une hausse de près de 2 fois inférieure, hors compte d'affectation spéciale pension. Les crédits augmentent de 2,8%, soit 205 millions d'euros. Cet écart résulte des crédits immobiliers de l'administration pénitentiaire, ajustés au vu de l'avancement réel des opérations. Je m'interroge donc sur la sincérité de la programmation que nous avons adoptée, puisque le gouvernement ne pouvait ignorer ces aléas il y a 9 mois, inhérents à la construction de prisons. Surtout, cette révision à la baisse des crédits ne serait pas rattrapée par la suite. L'écart à la loi de programmation se porterait donc à 115 millions d'euros en 2022. 40% de l'augmentation du budget de la mission est consacrée aux dépenses d'investissement, dont la majeure partie concerne l'administration pénitentiaire. Au lieu de construire 15 000 places de prison sur le quinquennat, 7 000 places seront créées d'ici la fin du quinquennat et la construction de 8 000 autres serait lancée d'ici 2022. Il est pourtant urgent de garantir un encellulement individuel et des conditions de détention dignes, permettant également aux surveillants d'exercer convenablement leur travail. S'agissant des recrutements, 300 des 1000 emplois créés en 2020 au sein de l'administration pénitentiaire permettraient de combler des vacances de postes de surveillants pénitentiaires. Jusqu'à présent, l'administration pénitentiaire rencontrait des difficultés de recrutement, mais aussi de fidélisation des personnels. Gageons que la réforme de l'organisation de la formation des surveillants pénitentiaires portera ses fruits. La prime de fidélisation prévue par le protocole d'accord signé en janvier 2018 a quant à elle été bien mise en œuvre, mais il est encore un peu tôt pour en mesurer les effets. Hors dépenses de personnel, l'augmentation des dépenses du ministère de la Justice de 3% s'explique également par la nécessité de mettre à niveau l'informatique du ministère. Le plan de transformation numérique poursuit sa mise en œuvre. Ces investissements sont le signe du rôle crucial que le numérique doit jouer dans la modernisation de la justice. Il devra toutefois en résulter à terme la réalisation d'économies. Il convient également de veiller à ce que la numérisation des procédures et des démarches demeure compatible avec un accès aux droits sur l'ensemble des territoires, afin que la fracture sociale et territoriale ne s'ajoute pas à la fracture numérique. Ce n'est pas le chemin que propose l'article 76 tertius du PLF, rattaché à la mission justice, qui prévoit une dématérialisation des demandes d'aide juridictionnelle, combinée à une suppression du bureau d'aide juridictionnelle dans certains tribunaux de grande instance. Nous y reviendrons. Enfin, je terminerai en évoquant une inquiétude concernant le niveau des dépenses d'intervention de la mission, dont la diminution résulte d'une baisse des moyens consacrés à l'aide juridictionnelle. En effet, la dépense relative à l'aide juridictionnelle diminuerait de 13 millions d'euros entre 2019 et 2020, grâce à une augmentation moins élevée de la dépense tendancielle et à un transfert de 9 millions d'euros du Conseil national des barreaux. Le gouvernement a toutefois profité de la budgétisation de ressources jusqu'ici affectées au Conseil national des barreaux, d'un montant de 83 millions d'euros, pour diminuer le montant des crédits budgétaires alloués à l'aide juridictionnelle.
La dynamique de cette dépense qui résulte des réformes de 2015 et 2017 demeure en réalité identique. Dans le contexte de croissante dynamique de l'aide juridictionnelle, une révision de ses modalités de financement paraît indispensable. Mais la méthode proposée par l'article 76 ter des sièges du projet de loi de finances ne nous semble pas être la bonne. Nous en reparlerons tout à l'heure à l'occasion des amendements sur les articles rattachés à la mission justice. Voilà, Madame la Ministre, les observations que je souhaitais faire sur ce projet de budget du ministère de la Justice que la Commission des finances propose de rejeter compte tenu du non-respect des engagements pris au moment du vote de la loi de programmation et de réforme pour la justice. Le coût de la justice, si l'on peut dire, par Français, c'est 65,90 € par an. Pour les Allemands, les Britanniques, c'est 122 € par habitant et par an. D'après une étude que vous connaissez bien du Conseil de l'Europe, la France est au 37e rang sur 41, s'agissant de son budget de la justice rapporté au PIB. Notre pays compte 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne, 2,2 fois moins de juges et 2 fois moins de personnel de greffe par habitant. Certes, face à ces faits, il est clair que le budget de la justice est en constante augmentation depuis 2002, soit depuis plus de 15 ans. Et pourtant, l'écart reste toujours très important. Et pourquoi ? Eh bien parce que les augmentations décidées année après année portent sur un budget historiquement tellement bas que le retard structurel n'est jamais rattrapé. Alors, Madame la Ministre, c'est à l'aune de ces constats qu'il faut parler de votre budget. Et certes, j'ai bien dit que les faits que j'ai rappelés concernaient tous les gouvernements depuis longtemps. Ce qui nous manque, et combien de fois ai-je eu l'occasion de le dire à cette tribune, mes chers collègues, et avant à l'Assemblée nationale, il y a longtemps, c'est une véritable loi de programmation qui s'imposerait en quelque sorte à tous les gouvernements, nonobstant les principes de l'annualité budgétaire, et qui ferait que l'on ferait un effort très considérable pour enfin rattraper le retard. Vous nous direz qu'il y a une loi de programmation qui a été inscrite dans la loi de réforme de la justice que vous nous avez présentée. Celle-ci prévoyait la création d'emplois, et il y a des emplois qui sont créés, c'est vrai. Toutefois, nous sommes navrés de constater que malheureusement, les crédits qui étaient promis, qui étaient programmés dans cette programmation ne sont pas présents au rendez-vous. Ainsi, il manque au bas mot 150 millions de crédits cette année par rapport à ce que vous-même aviez proposé d'inscrire dans cette loi de programmation ou cette loi de réforme de la justice, et ce que le Parlement avait accepté. Et non seulement accepté, mais souhaité. Nous avions d'ailleurs souhaité davantage. Alors, plusieurs constatations aujourd'hui apparaissent. Une baisse de 45,6% des investissements pour la justice judiciaire, une baisse de 3,35% du fonctionnement de l'administration pénitentiaire, une baisse de 2,5% de la conduite et du pilotage de la politique de la justice, une baisse de 20% pour l'accès, le support à l'accès au droit et à la justice. D'autre part, pour ce qui est des places de prison, je tiens à souligner que celles-ci, bien entendu, bénéficient de crédits en augmentation, comme d'ailleurs l'ensemble de l'administration pénitentiaire. Des postes vont être créés, mais souvent ces créations de postes vont permettre de combler les vacances qui sont également très nombreuses.
Mais vous le savez, Madame la Ministre, il n'y a jamais eu autant de personnes incarcérées en France. Et la France est le seul pays européen où le nombre de détenus augmente dans ces proportions. Ce nombre, il a atteint un nouveau record avec 71 828 personnes détenues au 1er avril 2019. Ce qui pose à nouveau, avec une acuité toute particulière, la question de la mise en œuvre efficace et effective des alternatives à la détention, sujet sur lequel les nécessaires réponses ne nous paraissent pas être au rendez-vous quand on voit cette surpopulation qui appellerait l'augmentation sensible de ces mesures. J'ajoute que pour ce qui est des mesures annoncées lors du Grenelle des violences conjugales auquel vous avez participé, Madame la Ministre, nous pouvons craindre que les crédits qui sont annoncés ou qui sont supposés sont inférieurs aux besoins qui apparaissent pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. J'ajoute que pour ce qui est de l'accès à la justice et de l'aide juridictionnelle, il y a une remise en cause avec une baisse des crédits qui diminue de près de 22 millions d'euros en 2020. Alors, je sais que l'Assemblée nationale a voté des dispositions par rapport à l'aide juridictionnelle, mais nous sommes très sceptiques, et même plus que sceptiques, par rapport à ces dispositions. Premièrement, il ne nous paraît pas justifié de prendre le revenu fiscal de référence comme indicateur, alors qu'aujourd'hui, tous les revenus de toute nature sont pris en compte. Nous ne sommes pas favorables à la suppression de l'obligation dans chaque TGI d'un bureau de l'aide juridictionnelle, d'un point d'accès à l'aide juridictionnelle. Et d'autre part, nous ne pensons pas qu'il soit justifié d'écarter un certain nombre de publics en vertu de ce qui est appelé une politique uniforme des bureaux d'aide juridictionnelle. Donc nous pensons qu'il faut rester très attentif aux besoins d'aide juridictionnelle et naturellement ce budget ne répond pas à cette question puisqu'il diminue les crédits pour l'aide juridictionnelle. Enfin, je voulais aborder encore deux autres points. Le premier, celui de la spécialisation. Madame la ministre, vous avez dit ici même au Sénat que pour la spécialisation des tribunaux, dont certains craignent qu'elle soit en fait une disposition qui, d'une certaine manière, pallierait à l'idée de supprimer des juridictions. On maintiendrait, vous avez dit hautement qu'on maintiendrait toutes les juridictions, mais si certaines sont déchargées d'un certain nombre de prérogatives, naturellement, cela peut poser des problèmes. Et vous avez dit que rien ne serait imposé, que tout ce qui serait fait serait appelé par les juridictions elles-mêmes. Or, quand on se trouve dans une circonstance, Madame le garde des Sceaux, je connais un département, c'est celui où je suis élu, où il y a 2 tribunaux de grande instance, où lorsque l'on consulte les représentants des magistrats, des personnels, des avocats, il n'y a pas d'accord sur certaines mutualisations ou spécialisations qui sont proposées. Est-ce que vous pourrez confirmer que dans ce cas, eh bien, on restera dans l'état actuel des choses, puisque vous en avez pris l'engagement? Ou est-ce que vous pensez que cela pourrait être remis en cause si, par exemple, des chefs de cour allaient à l'encontre, je ne l'imagine pas, de ce que pensent l'ensemble des magistrats, l'ensemble des personnels ou des avocats? Et puis, comment ne pas revenir, Madame le garde des Sceaux, sur cette affaire qui nous a beaucoup émus ici au Sénat, le fait que soit publiée une note de votre ministère, qu'elle soit parue dans la presse, indexant en quelque sorte
l'éventualité de décision quant à l'affectation des juges d'instruction, à leur maintien ou à leur suppression sur telle ou telle considération électorale. Vous savez que je vous ai beaucoup interrogé là-dessus, que je vous ai posé des questions très précises auxquelles vous avez toujours répondu par un mutisme tenace, je dois le dire. Et cela crée un contexte qui n'est pas non plus favorable. Alors, pour toutes ces raisons, en dépit des efforts qui sont faits, et que je tiens à souligner, puisque les crédits sont en augmentation, en dépit des efforts qui sont faits, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, notre groupe ne pourra pas voter les crédits que vous nous présentez pour cette année 2020. Je dirais que cette mission a quand même ceci de particulier, c'est que la mise en œuvre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, récemment adoptées, ont déjà fixé le plafond des dépenses qui seront consacrées chaque année à la mission justice. Ainsi, il est prévu d'atteindre à l'horizon 2022 un budget de 8,125 milliards d'euros, hors contribution au compte d'affectation spéciale pension. Peu de surprise donc à la découverte de ce budget en augmentation comme prévu et qui suit peu ou prou les orientations annoncées que nous contestions déjà lors de la discussion de la dite réforme. Seulement, alors que la loi de programmation pour la justice prévoyait une augmentation de 400 millions d'euros, Madame la Ministre, vous ne proposez finalement que de lui affecter 200 millions l'an prochain. Pourtant, je voudrais rappeler, comme l'a fait Jean-Pierre Sueur, que le système judiciaire français est l'un des plus mal dotés en France. Le rapport 2018 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice décrivait d'ailleurs le système judiciaire français comme l'un des plus mal dotés parmi les États du Conseil de l'Europe, tant en termes de budget consacré à la justice que d'effectifs de magistrats, avec 13 magistrats et 47 personnels judiciaires pour 100 000 habitants, contre 31 et 105 pour la médiane européenne. Ainsi, alors que pour 2020, le nombre d'emplois créés est présenté comme un effort considérable, avec un rythme de 100 postes de magistrats en plus par an, il faudrait plus d'un siècle à la France pour rejoindre la médiane des États du Conseil de l'Europe. S'agissant des tribunaux de grande instance, leur activité ne réduisant pas et les créations de postes étant insuffisantes, leurs délais moyens de traitement n'ont fait qu'augmenter depuis maintenant plusieurs années. Dans ce cadre, je ne peux, Madame la Ministre, que réitérer notre inquiétude quant à la mise en œuvre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui entraînera notamment la fusion du tribunal d'instance et de grande instance au sein du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Comme le relève le syndicat de la magistrature, la disparition de cette juridiction et par conséquent de ses moyens propres ne pourra qu'avoir un impact négatif sur les délais moyens de traitement des affaires qui relevaient de sa compétence dès lors que ces moyens seront mutualisés avec l'actuel TGI dont les délais sont catastrophiques. En outre, la disparition des tribunaux d'instance marquera un recul frappant pour notre pays en matière d'accès aux juges. Recul alimenté d'ailleurs par le déploiement de la visioconférence. Des moyens en plus pour cette mission, certes, mais au profit d'une justice déshumanisée, très peu pour nous. Avec l'augmentation de 20% du parc de visioconférence, le principe de la présence physique du justiciable à l'audience semble donc devenir marginal par rapport à celui de l'audience par visioconférence. Nous dénonçons régulièrement cette évolution majeure de la procédure pénale, la visioconférence ne permettant pas un exercice réel des droits de la défense pour le justiciable et compliquant le déroulement de l'audience. Outre le recul en matière d'accès aux juges porté par la volonté d'étendre la visioconférence, un autre principe, celui de l'incarcération à tout va, illustre ce budget malgré un affichage politique contraire. Ainsi, 159 emplois sont réservés aux ouvertures d'établissements pénitentiaires et 83,5 millions d'euros sont consacrés au crédit immobilier, soit une augmentation de 27% par rapport à 2019. L'objectif affiché est ainsi la création de 15 000 places de prison supplémentaires à l'horizon 2027. Alors bon, si des collègues sénatrices et sénateurs regrettent, au-delà même de la majorité sénatoriale, le manque d'ambition en la matière, nous nous inquiétons pour notre part, tout à l'inverse, que ce budget soit presque totalement dédié à l'enfermement. D'autant plus que cette logique délétère de priorisation de l'enfermement est aussi coûteuse
inefficace en termes de prévention de la délinquance. La même logique est pourtant également retenue en matière de protection judiciaire de la jeunesse, l'augmentation des crédits et des effectifs de ce programme étant presque entièrement absorbée par la construction de 20 nouveaux centres éducatifs fermés. Or, là encore, nous maintenons notre opposition à la création de ces nouveaux centres éducatifs fermés, qui n'ont d'éducatif que leur nom. À l'inverse, nous prônons une revalorisation urgente du budget concernant le suivi des mineurs en milieu ouvert. Enfin, concernant l'aide juridictionnelle, là encore, les apparences sont trompeuses puisque le projet de loi de finances laisse apparaître une augmentation des crédits qui seraient consacrés à l'aide juridictionnelle, alors qu'en réalité, il n'en est rien. En effet, comme le dénonce là aussi le syndicat de la magistrature, je cite, « Cette augmentation est uniquement due à l'intégration dans les recettes de crédit qui étaient auparavant affectées au Conseil national des barreaux. Il s'agit donc uniquement d'un changement de périmètre. À périmètre constant, c'est en réalité une baisse de 3,2% du budget consacré à l'aide juridictionnelle qu'il faut constater. » Alors que là encore, la France se situe largement en dessous de la moyenne européenne pour le budget par habitant alloué à l'aide juridique, on assiste donc à une diminution de ce budget qui sacrifie une politique publique pourtant cruciale pour l'accès de tous à la justice, y compris les plus démunis, et des conditions de rémunération décentes des avocats qui les défendent. Donc, vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget qu'il serait urgent d'abonder, Madame la Ministre, à la hauteur de l'enjeu de mission de service public que représente notre justice dans l'intérêt de tous les justiciables, mais aussi dans l'intérêt de notre État de droit. L'examen de cette mission justice doit nous amener à nous pencher à la lumière des problématiques auxquelles la France fait face aujourd'hui sur la question centrale de la protection judiciaire de la jeunesse, et mes propos concerneront particulièrement la PJJ. Alors que les phénomènes de délinquance deviennent de plus en plus précoces chez certains jeunes, notre pays doit assurer une protection judiciaire de la jeunesse efficace et dotée de moyens et d'ambition. Pour 2020, le gouvernement propose d'augmenter de 2% les crédits du programme 182, Protection judiciaire de la jeunesse, soit 18 millions d'euros, dont 8 millions de masse salariale. Ce projet de loi de finances pour 2020 prévoit donc, comme cela a été dit, la création de 70 équivalents temps plein d'éducateurs supplémentaires. Selon la protection judiciaire de la jeunesse, ces nouveaux postes seront essentiellement consacrés à la prise en charge éducative en milieu ouvert, dont les effectifs actuels sont gravement insuffisants, notamment pour permettre une prise en charge socio-éducative efficace, afin de repérer au plus vite les mineurs en risque de réitération, de décrochage scolaire ou de rupture familiale, et de travailler avec leur famille. Néanmoins, un problème de taille demeure intact, celui de la qualification et de l'expérience des éducateurs. Malgré les efforts affichés en termes de recrutement d'éducateurs, il ne suffit effectivement pas de créer des postes supplémentaires. En effet, tout comme la problématique existe au niveau de l'éducation nationale, pour les enseignants débutants nommés dans les quartiers les plus difficiles, il est nécessaire et crucial de mener une réflexion sur l'expérience des éducateurs qui doivent être suffisamment armés pour encadrer les jeunes qui leur sont confiés. Une formation solide et complète permet d'éviter d'entraîner un turnover excessif dans les équipes et de mettre en difficulté ces éducateurs au tout début de leur carrière, que ce soit en milieu ouvert ou dans les centres éducatifs. Quant aux centres éducatifs fermés, un programme de création de 20 établissements supplémentaires a été lancé en 2018 pour la mandature, s'ajoutant aux 52 centres existants. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit ainsi 4,3 millions d'euros en crédit de paiement pour la création de 5 nouveaux centres. Par ailleurs, une aide à l'investissement de 2,3 millions d'euros permettra de lancer la construction de 5 nouveaux centres concernant le centre associatif habilité. Le développement de ce type de structure apparaît aujourd'hui nécessaire dans un premier temps afin de fournir à la justice une alternative à l'incarcération des mineurs multirécidivistes ou ayant commis des faits particulièrement graves. En effet, développer des alternatives à la prison pour les jeunes délinquants
permet de croire et d'espérer que ces jeunes ne connaîtront jamais la prison. Certes, les crédits immobiliers concernant les CEF sont clairement intégrés dans le PLF 2020, mais l'encadrement des jeunes qui y sont accueillis est loin d'être satisfaisant par le manque de postes ou par le nombre de postes vacants, ce qui peut nous interroger. Une autre question doit nous interpeller, Madame la Ministre, celle du nombre de jeunes placés en centre éducatif fermé, dont les 2/3 avaient auparavant été suivis par les services de la protection de l'enfance. Une telle proportion conduit à se poser des questions sur l'efficacité de la prise en charge socio-éducative de ces mineurs, souvent victimes de carences éducatives et familiales ou livrés à eux-mêmes. Face à une délinquance de plus en plus précoce, il me semble urgent de mettre autour de la table tous les acteurs de la protection de l'enfance pour la rendre plus efficace, sans jamais oublier, même si ce n'est pas facile, que les familles de ces jeunes ne doivent pas être exclues de cette problématique. Il conviendra donc de traiter avec beaucoup d'attention cette question au cours des États généraux de l'hébergement qui visent à réfléchir aux solutions à apporter à la situation critique dans les foyers collectifs, les foyers de jeunes travailleurs et les centres éducatifs renforcés. La mission justice du projet de loi de finances pour 2020 voit ses crédits, cette année encore, augmenter de 2,8%, soit une hausse de 205 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2019. Au total, ce sont 1520 créations de postes qui sont prévues pour cette mission qui se divise en 3 programmes. La protection judiciaire de la jeunesse, sur laquelle je me suis exprimée en tant que rapporteure pour avis de la commission des lois, l'administration pénitentiaire, l'administration pénitentiaire, excusez-moi, et enfin la justice judiciaire et l'accès au droit. C'est donc sur ces 2 derniers programmes que je concentrerai mon propos, la répartition des crédits se faisant de manière très inégale au profit du programme administration pénitentiaire. En effet, la grande majorité des postes créés dans ce PLF concernent l'administration pénitentiaire. Plus de 1000 créations d'emplois sont prévues, dont 543 correspondent à des postes de surveillants. Ces recrutements permettront, je l'espère, de remédier au problème de la vacance du personnel pénitentiaire et notamment de renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de probation, mais également d'améliorer les conditions de travail du personnel. Un grand effort budgétaire est également fait en matière d'immobilier pénitentiaire, même si nous sommes loin de ce qui était prévu pour les prisons dans la loi de programmation pour 2018-2022. Pour rappel, le gouvernement prévoit de créer 15 000 nouvelles places de détention d'ici 2027 et non d'ici 2022 comme annoncé, afin d'atteindre l'objectif de 80% d'encellulement individuel. Ce projet, indispensable pour lutter contre la surpopulation carcérale, bénéficie d'une hausse de 88 millions d'euros de crédit en 2020. Satisfaction également qu'un budget de 100 millions d'euros soit consacré à la construction de 2 prisons expérimentales centrées autour du travail. Aussi, ces 2 prisons, ainsi que les places de structures d'accompagnement vers la sortie, les SAS, dont la construction est également prévue dans le PLF, sont des bons signaux envoyés dans ce sens. S'agissant du programme justice judiciaire et accès au droit, mon appréciation est plus mitigée, mais je tiens aussi à saluer les efforts. À cet égard, il faut remarquer que depuis 2017, le renforcement des effectifs des magistrats se poursuit et commence à porter ses fruits en juridiction. Le taux de vacance de poste de magistrats n'est plus que de 0,5% au 1er octobre 2019, alors qu'il s'élevait à 5,18% en 2017. Le PLF prévoit ainsi de continuer sur cette lancée en ouvrant 384 emplois supplémentaires, dont la majorité correspond à des postes de juges pour enfants, de greffiers et de juristes. Cette hausse des recrutements ne sera certainement pas suffisante, bien sûr, mais il faut la souligner, tout en regrettant vivement encore une fois que ces chiffres soient bien inférieurs à ceux votés en mars dernier dans la loi de programmation. D'autres points ne m'ont pas convaincu. À périmètre constant, les crédits pour l'aide juridictionnelle et les frais de justice diminuent de près de 14 millions d'euros en 2020. Cette baisse se fonde sur des prévisions faites par le gouvernement qui me laissent quelque peu perplexe au regard de nouvelles techniques d'investigation et de techniques d'investigation qui sont de plus en plus coûteuses. Je partage également les doutes de mes collègues s'agissant de la réforme de l'aide juridictionnelle présentée par les députés. Je considère que ce sujet, qui touche un aspect essentiel de notre État de droit,
ne doit pas faire l'objet d'une réforme précipitée. Au contraire, une large concertation ainsi qu'une étude d'impact sont plus que nécessaires. S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse, je n'y reviendrai pas, je me réjouis simplement de la hausse des crédits. Mes chers collègues, je conclurai mon propos en rappelant que la politique pénale ne se réduit pas à une affaire comptable. Vous le savez, Madame la garde des Sceaux, le RDSE est attentif à vos réformes. La politique pénale, c'est avant tout une vision et un projet de société pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. Nous avons des regrets concernant le projet de loi justice. Nous espérons par conséquent que de prochaines initiatives, s'agissant notamment de la récidive, verront le jour. En attendant, en raison des efforts consentis, mais avec les quelques réserves que j'ai évoquées, les votes des sénateurs du RDSE seront majoritairement favorables. 4 chiffres, si vous m'autorisez à commencer mon propos de cette manière, 4 chiffres pour graver au fond l'impact de ce budget. 7,6 milliards, une augmentation de 4%, 1520 créations d'emplois supplémentaires, 300 millions d'euros de plus. Voilà les 4 chiffres essentiels qui caractérisent le budget de la justice pour 2020. Ces 4 chiffres répondent à 4 priorités, 5 devrais-je dire d'ailleurs: la réforme de l'organisation judiciaire, la nouvelle politique pénale, la transformation numérique de la justice, la réforme de la justice pénale des mineurs et l'accès aux droits et aux victimes. Donc voilà ce qui caractérise en quelques mots le budget en chiffres et les priorités que nous y attachons. Je voudrais maintenant, à partir de ces éléments-là, répondre aux observations que vous avez formulées. Tout d'abord, à monsieur le rapporteur spécial de la Commission des finances, monsieur le sénateur Lefebvre, j'ai bien compris votre propos. Vous dites au fond que ce budget n'est pas à la hauteur car le gouvernement s'affranchit des engagements qu'il a pris devant vous. Effectivement, le budget comporte 153 millions d'euros en moins par rapport à ce que la loi de programmation aurait prévu. J'ai eu l'occasion de m'expliquer devant votre commission sur cette moindre progression. Elle est liée à l'immobilier pénitentiaire et je pense qu'elle ne peut pas se rattacher à une forme d'imprévision. Car je voudrais ici dire que les terrains pour construire, nous les avons. La plupart du temps, nous les avons. En revanche, nous n'avons pas toujours l'adhésion soit des autorités locales, soit des populations locales à la construction de ces établissements pénitentiaires. Et donc, c'est un choix que nous avons à faire entre imposer un établissement à des populations ou des territoires qui ne le souhaitent pas, en tout cas pas maintenant, ou bien tenir compte de ces souhaits dans ces territoires. Donc c'est cela qui explique que nous avons diminué notre programmation pour cette année. De la même manière, il y a quelques hypothèses dans lesquelles j'avais eu l'occasion de l'expliquer. Les travaux n'avancent pas tout à fait au rythme où nous le souhaitions, les travaux ou en tout cas les opérations précédant les travaux. Je parle ici d'appels d'offres qui seraient défectueux ou d'études qu'il faudrait compléter parce que nous avons telle ou telle question archéologique à traiter qui n'était pas initialement prévue. Donc tout cela génère des retards. Cela ne signifie pas que les crédits ne seront pas là le moment venu, mais nous prenons en compte la réalité de l'avancement des opérations immobilières que nous souhaitions promouvoir. Nous ne revenons pas sur l'objectif qui a été affiché au moment du vote de la loi de programmation, c'est-à-dire 15 000 places supplémentaires en 2027. Vous avez également évoqué, monsieur le rapporteur, la question de la numérisation, souhaitant qu'elle demeure compatible avec un accès physique. C'est même, je partage complètement votre souhait de ce point de vue-là, puisque bien sûr nous souhaitons développer les applications numériques dans notre ministère. C'est une exigence, les avocats le demandent, les magistrats le demandent, les greffiers le demandent. Pour autant, nous faisons en sorte que dans chaque juridiction, et vous savez qu'elles sont toutes préservées, enfin le mot préservé n'est pas juste, d'ailleurs elles sont toutes conservées, dans chaque juridiction il y aura un service d'accueil unique du justiciable qui permettra d'accueillir physiquement tous les justiciables et de les accompagner dans les démarches qu'ils auront à faire, qu'il s'agisse de l'aide juridictionnelle
ou d'autres choses. Je rappelle par ailleurs que nous faisons un effort important dans la mise en place des maisons France Service, où j'ai souhaité que dans chacune de ces maisons, il y ait un conciliateur de justice qui soit présent pour, là encore, pour pouvoir apporter des éléments d'information ou de résolution de litiges pour certains de nos concitoyens. Enfin, vous avez évoqué la baisse des moyens de l'AJ. Si vous le permettez, je répondrai à ce sujet-là au moment d'un amendement qui interviendra tout à l'heure. Je fais donc là ici simplement une réponse formelle en disant que cette baisse que vous évoquez, elle répond en réalité à ce qui a été constaté dans les dépenses de l'aide juridictionnelle l'année dernière et que nous avons reporté cette année. Vous le savez également, nous attendons 9 milliards d'euros supplémentaires qui viendront s'ajouter aux chiffres qui ont été présentés. Monsieur le rapporteur Détraigne, vous avez également évoqué la question budgétaire pour faire valoir que vous ne souhaitiez pas apporter votre soutien à ce budget. Vous mettez en avant essentiellement 4 points, si j'ai bien compris. Tout d'abord, un effort pour la justice judiciaire que vous n'estimez pas suffisant. J'avoue que c'est un point que j'ai un peu de mal à comprendre dans la mesure où tant le nombre de magistrats qui augmente, que les investissements en matière immobilier pour la justice judiciaire, que le nombre de greffiers, et je rappelle de ce point de vue que l'École nationale des greffes fonctionne à plein régime avec 3 promotions par an. Nous ne pouvons pas faire plus en ce moment. Nous avons, me semble-t-il, un effort tout à fait important qui est fait en matière de justice judiciaire et donc je ne partage pas votre opinion. Vous avez par ailleurs évoqué la question de la baisse de l'aide juridictionnelle. J'ai répondu un peu à monsieur le sénateur Lefebvre, je répondrai un peu plus longuement tout à l'heure. Et vous avez enfin évoqué la question de la suppression des postes de juges d'instruction. Je reviens sur ce point qui est important, monsieur le sénateur, puisque je voudrais dire ici que ce que nous avons proposé, ce n'est pas la suppression des postes de juges d'instruction, c'est le regroupement des fonctions de juges d'instruction dans des pôles d'instruction pour qu'il y ait plus d'efficacité dans l'exercice de cette mission. Je vous interroge, en effet, pensez-vous vraiment qu'un juge d'instruction qui gère moins de 30 dossiers d'instruction par an et qui travaille en tant que juge d'instruction peut-être un tiers de temps sur son service, pensez-vous vraiment qu'il y a une plus-value à ce travail-là ? Non pas qu'il fasse un travail qui ne soit pas tout à fait remarquable, ce n'est pas la question. C'est la question globale du traitement de l'instruction. Et donc, je vous interroge, n'y a-t-il pas intérêt, dans ce cas-là, à regrouper fonctionnellement ces emplois au sein d'un pôle de l'instruction. Et je rappelle ici que le regroupement des fonctions n'entraîne pas la suppression du poste de juge. J'ai dit, et je me suis engagée là-dessus, il y aura le nombre de juges affectés à tel ou tel tribunal ne diminuera pas parce qu'il y aurait un regroupement des fonctions de juge d'instruction. Voilà ce que je souhaitais vous dire, monsieur le sénateur Détraigne. Madame la sénatrice Coste, alors je ne sais pas à laquelle des 3 sénatrices je dois parler. Je parle là ici à la première, en tout cas, c'est-à-dire à monsieur Marc, je parle à monsieur Marc, que je salue. Je vous remercie d'avoir souligné le chemin parcouru. Vous avez toutefois relevé l'incapacité à respecter la trajectoire budgétaire et à cela, je crois avoir répondu déjà en répondant aux sénateurs Lefebvre et Détraigne. Vous avez par ailleurs, madame la sénatrice, évoqué les questions liées à la protection judiciaire de la jeunesse. Je sais que c'est un sujet auquel vous êtes très attaché, qui vous intéresse beaucoup. Vous avez évoqué la réforme de l'ordonnance de 45, que j'aurai l'occasion de présenter devant vous, puisque vous le savez, je me suis engagée à ce que nous ayons un débat sur ce sujet-là devant le Parlement. Donc j'espère que nous pourrons l'inscrire disons, dans le premier semestre 2020. Ce serait important. Et vous avez ensuite évoqué plusieurs questions, notamment la question des centres éducatifs fermés. Je voudrais simplement dire ici que pour 2020, les centres éducatifs fermés représentent 6,8% de l'ensemble des coûts, alors que l'hébergement collectif est à 25%, les centres éducatifs renforcés 1%, le placement familial et le placement diversifié
15%. Donc on voit bien que les centres éducatifs fermés, contrairement à ce qui est parfois dit, ne représentent qu'une partie, et pas la plus importante, de l'ensemble des autres solutions que nous offrons pour la prise en charge de ces jeunes. Je rappelle également que dans les mesures nouvelles, je m'adresse en disant cela également à Madame la sénatrice Assassi, qui a relevé ces mêmes problématiques. Je rappelle que dans les mesures nouvelles, les centres éducatifs fermés ne représentent que 2,47 millions d'euros sur les 11,4 millions d'euros de mesures nouvelles que nous offrons dans le budget 2020. Voilà, Madame la sénatrice, ce que je souhaitais vous dire. J'ai bien entendu, évidemment, la question que vous avez évoquée du traitement pénal des mineurs non accompagnés, qui est un véritable sujet, mais qui ne peut pas être traité à lui seul, qui doit être englobé dans la prise en charge globale des mineurs non accompagnés, puisque ce n'est qu'un des aspects de ce problème, de cette question extrêmement singulière. Monsieur le sénateur Capu, vous avez évoqué la question également des juridictions judiciaires. Je cherche le sénateur Capu, pardonnez-moi. Vous avez également évoqué la question des juridictions judiciaires. Vous dites que c'est le budget qui augmente le moins. Je crois avoir répondu en disant que c'est un budget qui à la fois nous permet de recruter les personnels dont nous avons besoin, qui nous permet de faire de la programmation en immobilier judiciaire, et vous avez également évoqué les crédits qui ont augmenté, il faut le rappeler, de 9% l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle cette année, nous stabilisons ces mêmes crédits pour prendre en compte l'augmentation qui avait eu lieu l'année dernière, et nous les stabilisons à une hauteur à peu près comparable à celle de l'année dernière. Vous avez également évoqué la question du recrutement des personnels. Nous recrutons les personnels tels que nous nous y étions engagés, donc à la fois des magistrats, des personnels de surveillance pénitentiaire, des conseillers d'insertion et de probation, 400 cette année. Donc je pense que nous aurons la possibilité ainsi de faire face aux besoins qui sont les nôtres. Monsieur le sénateur Sueur, vous avez posé la question de la comparaison entre le budget de la justice française et les comparaisons européennes qui sont faites et remarquablement effectuées par la CEPEJ, mais d'ailleurs aussi par l'Union européenne, donc Conseil européen et Union européenne. Il n'y a jamais assez d'argent pour la justice, monsieur le sénateur. Je vous rejoins aisément sur ce point-là. En revanche, je trouve que les comparaisons doivent toujours être faites avec beaucoup de précision et beaucoup de regards distanciés. Par exemple, je ne citerai que cela. Dans les juges en France, nous avons à prendre en compte les juges prud'homaux, les juges consulaires. Ces juges qui existent dans notre pays ne sont pas comptabilisés dans les études européennes. Or, ils existent, ils tranchent des litiges. Donc, ce sont des points qu'il faut réellement prendre en compte. Je crois que lorsque l'on veut vraiment comparer, et je ne dis pas cela en forme de dédouanement, je dis simplement, sachons de quoi nous parlons. Sachons de quoi nous parlons. Vous évoquez également des baisses de crédit, monsieur le sénateur. Mais lorsque vous évoquez des baisses de crédits, ce ne sont pas des crédits, ai-je cru comprendre en vous entendant, mais plutôt des autorisations d'engagement que vous avez évoquées. Et c'est normal puisque ces autorisations d'engagement ont été ouvertes en 2018-2019 pour pouvoir lancer toutes les opérations immobilières ou les grands projets informatiques. À partir de là, nous sommes en crédit de paiement et donc on ne peut pas comparer, vous le savez fort bien, autorisation d'engagement et crédit de paiement. Vous avez ensuite évoqué la question des personnes détenues. Vous dites, au fond, elles sont en augmentation. Et les mesures alternatives ne sont pas suffisantes. C'est vrai, nous sommes dans une situation difficile en termes de surpopulation carcérale. J'ai quelques espoirs d'amélioration. Les tout derniers chiffres montrent une légère baisse des personnes en détention. Cette baisse est due, je le crois, aux premières mesures liées à la loi de réforme pour la justice, qui, vous le savez, a mis en place dès le 1er juin dernier la libération sous contrainte aux 2/3 de la peine pour les peines de moins de 5 ans. Ces premières mesures ont été appliquées et ont connu une augmentation importante. Je crois que c'est 90% d'augmentation de ces premières mesures qui se traduisent d'ores et déjà
mais ce n'est qu'une conséquence sur la question de la surpopulation carcérale. J'allais dire, je touche du bois, c'est pas le mot, je ne crie pas victoire. Nous sommes dans une politique extrêmement volontariste, une politique de traitement des peines et de traitement des parcours de détention, et je pense que tout cela devrait conduire à des améliorations dans quelques temps. Et sachez par ailleurs que nous sommes extrêmement volontaristes pour multiplier les peines autonomes autres que l'emprisonnement. Je pense aux travaux d'intérêt général et je pourrais également parler du bracelet. Enfin, vous avez évoqué la spécialisation des tribunaux, monsieur le sénateur. Vous me dites, mais cette spécialisation des contentieux entre tribunaux, lorsqu'il y a plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, vous me dites ça peut conduire à dépouiller l'un de ces tribunaux. Mais non. Dans la loi, nous avons grandement insisté sur le fait que la spécialisation, c'était une façon de mieux rendre la justice, mais qu'elle devait être équilibrée entre chacun des tribunaux d'un même département. Il ne peut pas y avoir un tribunal dépouillé par un autre, mais un équilibre qui conduit à une spécialisation des magistrats sur quelques contentieux techniques. C'est une meilleure justice, c'est pas le dépouillage, non, le dépouillement d'un territoire. Pardonnez-moi. Alors, sur la question précise que vous m'avez posée, je rappelle que dans la loi telle qu'elle est écrite, nous travaillons sur des propositions de chefs des cours d'appel, pas des chefs de juridiction, des chefs de cours d'appel, et que ces propositions doivent faire l'objet d'un avis des conseils de juridiction. C'est ainsi que la loi est écrite et c'est ainsi que je le respecterai. Monsieur le sénateur Soilihi, je vous remercie pour vos propos. J'ai bien entendu, pardonnez-moi juste parce que je vois le temps qui s'écoule, j'ai retenu un point précis qui était le numérique outre-mer. J'y suis extrêmement attentive et c'est un point auquel je veillerai vraiment. Madame la sénatrice Assassi, vous m'avez dit qu'au fond, toutes les réformes que nous conduisions ne feraient qu'allonger les délais de traitement et les délais de traitement des contentieux. Mais Madame la sénatrice, je voudrais simplement vous dire ici qu'il a déjà été constaté que le délai moyen de traitement des procédures pénales en matière criminelle, par exemple, est passé de 40 mois en 2017 à 39 en 2019, que le délai moyen de traitement des procédures civiles poursuit sa décrue en 2019. Et je pourrais continuer, mais ce n'est pas la peine, car vous allez pouvoir vous reporter à ce document qui n'est autre que celui rédigé par votre commission des finances et par monsieur Antoine Lefèvre. Donc je pense que vous aurez là toutes les réponses nécessaires, Madame la sénatrice. Notre objectif est évidemment de diminuer les délais de traitement, même si, je le reconnais, nous ne sommes qu'au début de cette démarche. Sur la question de l'éloignement des justiciables, vraiment non. Partout, les tribunaux restent. Partout, ils sont même confortés dans l'exercice de leurs compétences et de leurs contentieux. Je vois que vous dites non, Madame la sénatrice, mais je ne suis pas en accord avec votre négation. Regardez les tribunaux de proximité, Madame la sénatrice, les tribunaux de proximité qui sont tous maintenus et qui pourront voir les contentieux qui y sont traités accrus par de nouveaux champs de compétences qui correspondent à la justice du quotidien. Nous rapprochons le justiciable de ses juges dans la plupart des situations. Enfin, sur les moyens dédiés à l'enfermement, je vous ai répondu tout à l'heure, les crédits CEF ne sont pas à la hauteur que vous évoquiez. Madame la sénatrice Vermeillet, j'ai entendu vos doutes sur le PNAT. Nous ne partageons pas la même opinion. Je pense que les résultats du PNAT vous permettront de constater d'ici quelque temps que le traitement de la lutte antiterroriste est mieux pris en charge. Et en tout cas, pour l'Agence du travail de l'intérêt général et de l'insertion professionnelle, d'ores et déjà, on peut constater un véritable engouement pour les travaux d'intérêt général qui, en moins d'un an, ont connu une augmentation de plus de 10% d'offres des postes et davantage de prononcés également. Je n'irai pas au-delà, simplement je répondrai à... J'ai beaucoup apprécié, Madame la sénatrice, ce que vous avez dit sur l'humilité et la ténacité. C'est exactement l'esprit dans lequel nous sommes. Et donc, voilà ce que je souhaitais vous dire. Madame la sénatrice Eustache-Brinot, vous avez évoqué, pardonnez-moi, Madame la sénatrice, vous avez évoqué
À propos de la protection judiciaire de la jeunesse, vous avez évoqué la question des éducateurs. C'est vrai que c'est un corps dont il faut prendre soin puisqu'il forme la base de notre architecture. Nous avons d'ailleurs très récemment rénové la formation des éducateurs suite à leur passage en catégorie A, qui exige donc un bac+3, avec un processus d'alternance intégrative, avec des cycles de formation théorique à l'École nationale de la PJJ, qui alternent avec des stages pratiques pendant 18 mois, plus 4 mois de stage d'accompagnement à la prise de poste. Je pense que la formation, une formation adaptée, est aussi un moyen d'attractivité dans ces fonctions. Simplement d'un mot, pour vous dire que la gouvernance autour de la prise en charge des jeunes par l'ASE, sous l'impulsion de mon collègue Adrien Taquet, sera renouvelée en mettant autour de la table et les juges des enfants, et les départements, et la PJJ, et l'ASE, pour qu'on essaie d'avoir une prise en charge plus coordonnée. Vous avez parfaitement raison de souligner. Enfin, Madame la sénatrice Coste, je m'adresse à nouveau à vous pour vous dire que la question des personnels pénitentiaires et notamment des vacances des personnels pénitentiaires, juste un mot là-dessus. Nous travaillons beaucoup sur ces vacances des personnels pénitentiaires et des surveillants pénitentiaires avec des primes pour donner davantage d'attractivité à ces fonctions et avec une redéfinition des postes plus large pour avoir une carrière plus attractive. La chancellerie a engagé depuis 2015 un regroupement de ses services d'administration centrale sur 2 sites. Comme vous le savez, nous sommes actuellement place Vendôme, bien sûr, le site historique, et sur un nouveau site porte d'Aubervilliers, dans le 19e, le site du millénaire. C'est ce site-là qui regroupe le plus d'agents. Il abrite, le site du millénaire, les services du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la PJJ, ainsi que l'inspection générale de la justice. Et compte tenu des créations d'emplois récentes et à venir, notamment en matière du développement numérique, du développement de plans de transformation numérique et du renseignement pénitentiaire, nous avons besoin de trouver de la place. Et donc, le départ de l'ARS d'Île-de-France, d'un bâtiment tout à fait voisin à celui que nous occupons actuellement, nous semble être une opportunité. Et donc, nous avons un projet d'installation des services de la chancellerie dans les espaces qui sont actuellement loués par l'ARS. Mais nous manquons d'autorisation d'engagement pour signer le bail. La loi de finances initiale pour 2019 a prévu un montant de 41 millions d'euros en autorisation d'engagement au bénéfice du programme 310. Cette budgétisation correspondait à l'hypothèse initiale d'un engagement d'une durée de 6 ans. Or, le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'État, modifié à l'été 2019, prescrit désormais d'engager la dépense à hauteur de la durée totale du bail. Et donc, comme nous voulons un bail de 9 ans, dont 7 ans ferme, le montant des autorisations d'engagement s'élève à 54,3 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un financement complémentaire de 12,4 millions d'euros que je vous serai reconnaissante de bien vouloir accepter. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Alors, sur le fond, il n'y a pas de difficulté, Madame la garde des Sceaux. Par contre, sur la forme, compte tenu de la décision de rejet des crédits, ce sera un avis défavorable. Merci. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 893 avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Amendement 698, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Je tente ma chance à nouveau. Donc, alors la loi de 2014 sur la formation professionnelle prévoit, vous le savez, que la région est désormais l'acteur clé de la formation professionnelle et l'acteur unique. L'article 6121-2 du Code du travail dispose que la région finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice. Il prévoit également la conclusion d'une convention entre l'État et les régions qui précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires. Un transfert du programme 107 Administration pénitentiaire est intervenu en loi de finances initiale 2017 pour un montant de 490 000 euros
pour compenser financièrement la reprise de la compétence par les régions. Ce transfert portait sur la masse salariale afférente aux missions transférées, le ministère de la Justice conservant les effectifs, assurant au niveau des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire le pilotage des actions d'accueil, d'orientation et d'évaluation de la population pénale. Le présent amendement correspond à un ajustement technique visant à prendre en compte le besoin du département de Mayotte. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Bien, alors même si c'était bien tenté, Madame la garde des Sceaux, et effectivement, vu les sommes en jeu, ce n'est pas pour les 10 000 euros que cela concerne, on est toujours d'accord, on peut être d'accord sur le fond, mais compte tenu du rejet des crédits, ce sera encore un avis défavorable. Très bien, il n'y a pas de demande d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement 698 avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 296, monsieur Poadja. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, je me félicite du lancement de la construction du centre de détention de Koné, dont les travaux vont pouvoir commencer en 2020. L'ouverture de ce centre va permettre de désengorger le centre pénitentiaire de Nouméa. Mais les locaux du COINS sont particulièrement vétustes, et ce qui renforce l'insécurité dans ce centre. Je propose donc de prévoir dans ce budget une enveloppe de 40 millions d'euros sur 4 ans pour rénover le COINS et ainsi améliorer la sécurité du personnel pénitentiaire et les conditions de détention des prisonniers. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Avis défavorable. Avis défavorable, Madame la Ministre. Pardon. Oui, même avis. Je m'explique simplement, monsieur le sénateur, en 2 mots. Nous en sommes actuellement au centre de Nouméa sur la question des études. La direction de l'administration pénitentiaire est en train d'étudier les différentes études et les différents scénarios de réhabilitation qui ont été proposés, qui supposent de trancher entre ces différents scénarios. Donc, nous n'avons pas besoin, sur le budget 2020, de mettre en place des financements puisque ces études sont prises en charge sur les crédits dont nous disposons déjà. En revanche, comme vous le savez, vous l'avez rappelé, le centre de Koné, lui, dont les travaux commencent, si je ne me trompe pas, ce mois-ci, pourra ouvrir comme prévu en 2021. Mais donc, nous n'avons pas besoin en 2020 d'un financement sur le centre pénitentiaire de Nouméa. Merci. Oui, explication de vote. Monsieur Soili. Oui, merci, Madame la Présidente. L'avis de la Commission est défavorable parce que la Commission est défavorable sur cet amendement ou par rapport à la logique générale de rejet des crédits de cette mission. S'agissant d'une question très importante soulevée par notre collègue, est-ce que je pourrais avoir plus de précision de la part de la Commission? Monsieur le rapporteur. Je crois que j'avais indiqué effectivement qu'on était défavorable sur la forme, compte tenu du rejet des crédits, ça paraît logique. Donc je maintiens l'avis défavorable. Très bien. Il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote? Non. Donc je mets aux voix l'amendement 296 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement 896 rectifié. Madame Coste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, le financement de l'aide juridictionnelle est l'une des problématiques récurrentes intéressant le ministère de la Justice qui pose la question de l'accessibilité financière à l'état de droit. Quel intérêt en effet de consacrer des droits pour protéger les individus les plus vulnérables de notre société si dans le même temps le coût d'entrée dans le système judiciaire les empêche de les faire respecter? En droit moderne, la nécessité d'offrir aux personnes démunies une aide juridictionnelle a été reconnue depuis 1851. Si l'existence de cette aide n'est pas sérieusement remise en question, son périmètre d'application fait l'objet de discussions constantes, comme en témoignent les récentes modifications à la loi du 10 juillet 1991, introduite à la suite du rapport des députés Gosselin et Mouchou.
Celui-ci fait d'ailleurs écho aussi au rapport de 2014 de Sophie Joissin et Jacques Mézard. Se pose en effet dans ce domaine comme ailleurs la question de la soutenabilité du système avec l'accroissement des inégalités en France. Il est dommage que cette question soit traitée législativement de manière incidente alors que le sujet mériterait à lui seul un texte spécifique. En l'absence d'un consensus entre les deux chambres, il nous paraît nécessaire de garantir son financement jusqu'à ce qu'une réforme pérenne satisfaisante voit le jour. À cette fin, le présent amendement vise à accroître les crédits alloués au programme Accès au droit et à la justice afin de renforcer la capacité de financement de l'aide juridictionnelle à partir des besoins de financement identifiés par nos rapporteurs. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission ? Alors, l'avis de la commission, ça serait un avis favorable aussi sur le fond, compte tenu également de ce que la rapporteure Josiane Costes tout à l'heure a indiqué sur la PJJ, mais là aussi, on sera obligé sur la forme de rejeter les crédits et donc de donner un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. C'est également un avis défavorable, Madame Coste, que j'émets à l'amendement que vous proposez. Vous proposez par cet amendement d'accroître de 9 millions d'euros le budget alloué à l'aide juridictionnelle. Les 484 millions d'euros de crédits inscrits dans le projet de loi de finances couvrent en fait notre prévision de dépenses pour 2020. Si les crédits n'augmentent que de 61 millions d'euros en 2020, c'est en fait pour des raisons techniques. D'abord, cela résulte d'un apurement il y a un apurement de produits de contribution pour l'aide juridique qui est resté sur un compte d'attente et qui, je le disais tout à l'heure, sera réalisé d'ici la fin de l'année et qui apportera 9 millions d'euros de ressources supplémentaires pour le financement de l'aide juridique. Il y a ensuite une révision à la baisse de l'évolution tendancielle de la dépense d'une vingtaine de millions d'euros qui a été réalisée au vu de la dépense effectivement constatée en 2018 qui n'était que de 464 millions d'euros. Nous prévoyons en outre, par sécurité, de reporter les crédits du programme 101 Accès au droit et à la justice qui ne seront pas consommés en 2019 sur l'aide juridictionnelle. Ça devrait représenter à peu près 13 millions d'euros. Pour autant, la dotation inclut une enveloppe de 4,5 millions d'euros pour financer l'extension de la représentation obligatoire qui est prévue d'un texte qui va sortir dans quelques jours, ainsi que 5 millions d'euros pour développer la contractualisation avec les barreaux et financer notamment l'expérimentation de structures dédiées à la défense des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. J'émets donc un avis défavorable. Merci. Donc nous avons 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? N'est pas adopté. L'amendement 898, Président Requier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les lois de finances se succèdent et le constat du retard des Français d'investissement en direction de nos juridictions se répète inlassablement à la lumière de comparaisons européennes dressées par le CEPES, ce qui est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. J'ai découvert ça tout à l'heure. Alors, les moyens humains sont la matière première de la justice du début à la fin de la chaîne judiciaire. Je pense aux magistrats évidemment, mais également aux greffiers et agents administratifs chargés de les assister dans leur mission régalienne. Nous nous inquiétons de voir appliquer au monde judiciaire, comme dans d'autres domaines, avant lui, un fétichisme électronique qui consisterait à penser que les différents humains peuvent trouver des solutions pérennes et acceptables via des algorithmes informatiques. Le temps des victimes ne prend-il pas racine dans le besoin de nos contemporains de trouver l'écoute attentive et bienveillante de leurs pairs à une époque d'intermédiation chronique ? Paradoxalement, le déficit d'investissement conduit nos juridictions à développer une productivité hors norme pour maintenir des délais de jugement qui soient acceptables après les sanctions des juges européens et afin de maintenir un accueil digne des justiciables dans les locaux parfois très détériorés de la justice. Madame la Ministre, nous ne doutons pas de votre volonté d'œuvrer significativement un rattrapage français en la matière et l'adoption de la loi de programmation cette année en est la première manifestation. Toutefois, au regard des engagements fixés par cette loi,
Nous considérons qu'une autre ventilation des crédits est possible afin d'accompagner ce rattrapage et d'améliorer de manière substantielle le service public de la justice dans notre pays. Cet amendement vise donc à prolonger l'esprit de la loi de programmation et à proposer des transferts de crédits, notamment des postes informatiques, vers les juridictions afin d'y renforcer la présence humaine. Merci. Monsieur le rapporteur, c'est à vous pour l'avis de la commission. Avis défavorable pour les raisons indiquées précédemment. Merci, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. C'est aussi un avis défavorable, mais je voudrais dire à Monsieur le sénateur Requier que je suis évidemment extrêmement sensible à l'argumentation qu'il a développée. Je voudrais vous dire, Monsieur le sénateur, qu'on a fait en 2020 un effort important pour les services judiciaires, puisque en réalité nous créons 384 emplois en 2020. 384 emplois qui se décomposent en 100 emplois de magistrats et 284 emplois de personnel de greffe et de juristes assistants et de fonctionnaires. C'est 100 emplois de plus que ce qui était prévu dans la loi de programmation. Donc sur ce point-là, nous avons fait un effort supplémentaire par rapport à ce qui était prévu dans la loi de programmation. C'est un effort supplémentaire qui est ciblé, j'ai eu l'occasion de le dire, puisque sur l'ensemble de ces emplois, nous allons essentiellement accompagner 2 politiques prioritaires. La réforme de l'ordonnance de 1945 sur la justice pénale des mineurs, avec 70 emplois de magistrats, et puis 100 greffiers, et puis également des personnels PJ, mais non, je ne parle pas ici. Et puis le deuxième champ sur lequel j'interviendrai positivement, c'est au sein des juridictions interrégionales spécialisées, pour lutter contre la délinquance, et notamment la délinquance financière, qui me semble devoir être également une de nos priorités. 30 magistrats et des personnels supplémentaires. Donc, autrement dit, on a des personnels plus que ce qui était prévu dans la loi de programmation et nous les affectons sur 2 politiques prioritaires. Pour autant, je ne dis pas que tout va bien. D'une part, nous devons retravailler sur notre grille d'affectation des magistrats, sur ce qu'on appelle notre clé de répartition des magistrats. La direction des services judiciaires s'y attache et c'est un projet qui arrivera à terme dans 1 ou 2 ans. Et d'autre part, nous devons également prendre en compte des emplois pour la réforme du contentieux social, puisque, vous le savez, nous avons mis en place l'année dernière la réforme du contentieux social. Et de ce point de vue-là, il y a 132 emplois qui seront transférés du ministère de la Santé et des Solidarités pour nous aider à prendre en charge ce contentieux social. Donc voilà, un effort important, bien sûr, qui demande à être poursuivi, mais c'est un effort particulièrement important que nous faisons. Pour cette raison, j'émets un avis défavorable à votre amendement, Monsieur le sénateur. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 890. Monsieur Riquet, vous retirez votre amendement. Merci. L'amendement 297, Monsieur Poadja, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le 6 novembre dernier, nous avons adopté la proposition de loi visant à agir contre la violence au sein de la famille. Ce texte prévoit de généraliser l'utilisation du bracelet anti-rapprochement afin de mieux protéger les victimes de violences conjugales. C'est un dispositif attendu et qui a fait ses preuves dans plusieurs pays européens. Je crois qu'il est temps de passer de la parole aux actes en inscrivant dans ce budget les 5,5 millions d'euros nécessaires à la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Je rappelle aussi que ce bracelet devra bénéficier à tout le territoire, y compris à la Nouvelle-Calédonie, qui est particulièrement touchée par les violences conjugales. Je rappelle que je viens de déposer un amendement parce qu'effectivement, il y a une nécessité de rénover le COES parce qu'il y a un surplus de prisonniers et on a des difficultés. Donc moi, je demande à ce qu'il y ait un effort de fait pour éviter qu'on ait des prisonniers en plus. Merci. Merci. Quel est l'avis de la commission? Oui, Madame la Ministre.
Monsieur le sénateur, j'émets également un avis défavorable à votre amendement, bien que j'en partage l'objectif. Vous avez raison, il faut sur ce champ-là absolument passer de la parole aux actes, mais j'estime précisément que le dispositif financier que nous avons construit va nous permettre de passer de la parole aux actes. Sur les bracelets anti-rapprochement, je me suis engagée à ce que nous en déployions 1000 en 2020. Pour ce faire, c'est l'administration pénitentiaire qui prendra en charge ce déploiement. L'administration pénitentiaire qui assure d'ores et déjà le suivi du placement sous surveillance électronique mobile pour les personnes qui sont placées sous main de justice. Plusieurs marchés sont nécessaires pour mettre en œuvre le bracelet anti-rapprochement. Plusieurs marchés, un marché négocié sans mise en concurrence avec le prestataire actuel du bracelet électronique pour adapter le système Saphir, qui est le système actuellement utilisé, d'une part. Et d'autre part, un marché pour la fourniture des bracelets eux-mêmes et un marché de téléassistance qui feront l'objet d'appels d'offres. Donc on est en train de définir le cahier des charges, c'est presque terminé. Et les modalités de fonctionnement du dispositif. Le coût de cette mesure en 2020, il est estimé, comme vous l'avez rappelé, entre 5 et 6 millions d'euros. Je ne peux pas dire précisément puisque ça va dépendre des appels d'offres et des marchés qui ne sont pas passés. Ce coût, je vous le dis, il est pris en charge par le programme 107 de l'administration pénitentiaire grâce à un report de crédit de 6 millions d'euros de l'exercice 2019 sur 2020. Et ce report de crédit, il est inscrit dans la loi de finances rectificative qui va vous être présentée d'ici quelques jours et vous en trouverez là la traduction. Il n'est donc pas utile de prévoir à ce stade un abondement du programme 107 comme vous le proposez. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable. Merci Madame Darcos, vous avez la parole. Oui, Madame la garde des Sceaux, j'ai bien entendu vos dernières paroles, mais mieux vaut tenir que courir. On a eu cette discussion au moment de la discussion de la proposition de loi d'Aurélien Pradié sur les bracelets. Je remercie beaucoup notre collègue parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que symboliquement, ça soit fléché. Vous dites qu'on va l'avoir dans le rectificatif. J'imagine que cet amendement peut-être n'ira pas jusqu'au bout, bien évidemment, du projet de loi de finances. Mais on a eu cette discussion, vous vous souvenez déjà, sur le fait que peu de juges des affaires familiales n'osaient entraver la liberté d'un mari battu, et donc c'était pas forcément appliqué, qu'il fallait plutôt partir sur un juge des libertés de la détention. Mais honnêtement, le budget même des bracelets est en effet extrêmement coûteux, comme vous l'avez dit. Je vous fais confiance, mais je vais voter l'amendement de mon collègue, parce que honnêtement, que rien n'ait été fléché en tant que tel dans cette loi de finances, alors que ça fait moins de 3 semaines qu'on a voté cette proposition de loi sur ces bancs, ça me paraît inconcevable. Vis-à-vis des familles, vis-à-vis des victimes, c'est peut-être que symbolique, mais pour moi, c'est très important. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de parole? Bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement 297 avec 2 avis défavorables qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Qui est contre? 1, 2, 3. Il est adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission justice figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets aux voix les crédits de la mission. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe LR sur les crédits de la mission justice inscrite à l'état B. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est... Voici le résultat du scrutin numéro 56. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 333. Pour l'adoption 42, contre 291. Le Sénat n'a pas adopté. J'appelle en discussion les articles 76, 1 des CS et ter des CS et les amendements qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission justice. Je mets aux voix l'article 76, 1 des CS qui est pour,
76 indécises. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 76 du ODCS. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 76 ter des sièges. Nous avons... Parce que vous avez un nombre de voix supérieur au nombre de voix contre. Voilà. Donc, article 76 ter des siestes. Nous avons deux amendements identiques, des amendements de suppression. L'amendement 22, présenté par Monsieur Lefebvre. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à supprimer la réforme de l'aide juridictionnelle dont on a déjà beaucoup parlé, proposée par le présent article, qui traduit une partie des préconisations du rapport de la mission d'information sur l'aide juridictionnelle menée par nos collègues députés Naïma Moutchou et Philippe Gosselin. Alors qu'actuellement le demandeur de l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 1 000 € pour l'aide juridictionnelle totale et à 1 500 € pour l'aide juridictionnelle partielle, et que les bureaux d'aide juridictionnelle doivent tenir compte des ressources de toute nature dont dispose le demandeur, il est proposé de retenir le revenu fiscal de référence comme critère d'éligibilité afin de garantir une application équivalente de ce critère par tous les bureaux d'aide juridictionnelle. Or, l'article renvoie la définition des plafonds annuels d'éligibilité à l'aide juridictionnelle à un décret en Conseil d'État, alors même que les plafonds actuels sont actuellement prévus par la loi, ce qui ne permet pas au Parlement d'évaluer les impacts de la mesure proposée, notamment s'agissant de la population éligible à l'aide juridictionnelle. De même, les modalités d'estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable sont renvoyées à un décret. De plus, alors qu'un bureau d'aide juridictionnelle est actuellement établi au siège de chaque tribunal de grande instance, l'article prévoit que le bureau d'aide juridictionnelle sera désormais établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière seraient définis par décret, prévoit donc la suppression de certains bureaux d'aide juridictionnelle et renvoyant leur localisation à la voie réglementaire. Enfin, aucune étude d'impact n'accompagne ces propositions car cet article résulte d'un amendement portant article additionnel voté par l'Assemblée nationale. Ainsi, pour toutes ces raisons, il y a lieu de supprimer cet article. Merci. Nous passons à l'amendement 514, Monsieur Détraigne. C'est le même amendement, il est défendu. Merci, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Votre amendement, messieurs les sénateurs, vise à supprimer les éléments de réforme de l'aide juridictionnelle tels qu'ils ont été adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale. Je voudrais juste vous dire que je suis peut-être un peu gênée par l'un des arguments que vous avez avancé, à savoir celui de l'absence d'études d'impact. Cet amendement, vous l'avez souligné vous-même, il est d'origine parlementaire. C'est un amendement qui a fait suite au rapport qui a été élaboré par Madame Moutchou et par Monsieur Philippe Gosselin, député. Il a donc été adopté par ailleurs de manière complètement transpartisane à l'Assemblée nationale. Les amendements parlementaires, vous le savez, ne nécessitent pas d'études d'impact. Et à suivre votre raisonnement, en invoquant cette irrégularité, au fond, vous sembleriez considérer que les parlementaires ne peuvent pas porter d'études et de réformes ambitieuses à la suite d'un véritable rapport qui, au fond, sert en lui-même d'étude d'impact. Je suis donc un peu étonnée de cette démonstration. Au demeurant, l'incidence financière de cet amendement sera relativement faible. L'objectif est de fixer l'aide juridictionnelle en référence, vous l'avez rappelé, au revenu fiscal de référence. Il ne devrait pas modifier sensiblement le périmètre actuel des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et il comporte par ailleurs des mesures d'économie. Je ne partage pas non plus, monsieur le sénateur Lefebvre, votre l'un des autres arguments qui a été avancé, selon lequel les plafonds devraient être fixés dans la loi. Les plafonds d'admission à de très nombreuses aides sociales sont d'ores et déjà fixés par le pouvoir réglementaire. C'est par exemple le cas des aides au logement, du revenu de solidarité active, et je pourrais en citer d'autres encore. Le pouvoir réglementaire peut donc fixer des montants de plafonds de ressources ouvrant droit à certaines aides, comme les allocations logement, dès lors que la loi en fixe le cadre. Et l'article qui est adopté par l'Assemblée nationale fixe clairement l'objectif, les limites et les correctifs à prendre en compte pour octroyer l'aide juridictionnelle.
Enfin, s'agissant du dernier point que vous avez évoqué, à savoir la nécessité de maintenir un bureau d'aide juridictionnelle au sein de chaque tribunal judiciaire dans la loi, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la réalité, un très grand nombre de bureaux d'aide juridictionnelle sont gérés par une ou deux personnes. Et donc, garantir la continuité du service, la qualité du traitement des demandes, la durée de l'instruction, c'est extrêmement difficile dans de nombreuses juridictions. Donc, dans ce contexte, il n'apparaît pas anormal que le législateur octroie au pouvoir réglementaire la capacité de mieux organiser les circuits d'instruction de l'aide juridictionnelle, afin d'éviter donc des situations dans lesquelles l'absence d'un agent peut mettre en péril le bon fonctionnement d'une juridiction. Mais contrairement à ce que vous semblez redouter, cette disposition, comme d'ailleurs la précédente sur la question des critères de ressources, ouvre la perspective d'un octroi beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisé de l'aide juridictionnelle, ce qui permettra de répondre bien mieux qu'aujourd'hui à l'urgence en matière pénale. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de contact de proximité pour le justiciable. J'ai eu l'occasion de vous répondre dans mon propos introductif. Le service d'accueil unique du justiciable dans chaque juridiction est là pour cela. Il pourra évidemment accueillir les dossiers et répondre aux questions qui seront formulées. Mais avec un système informatique national performant comme celui que nous voulons créer, qui pourra donc contrôler automatiquement le revenu fiscal de référence, l'instruction de la demande d'aide juridictionnelle pourra être organisée différemment de la manière dont elle l'est aujourd'hui. Nous travaillons d'ailleurs actuellement avec 6 juridictions pilote pour définir la meilleure organisation. Donc pour ces raisons, je regrette que vous n'approuviez pas ces dispositions qui, je le crois, vont pouvoir rendre le dispositif d'aide juridictionnelle plus efficace et plus performant. Et j'émets donc un avis défavorable sur votre amendement de suppression. Merci. Monsieur Bonhomme, vous avez la parole. Après, Monsieur Lefebvre, effectivement. Merci, Madame la Présidente. Oui, moi aussi, dans le même sens, c'est le sens de mon amendement suivant. Effectivement, je pense que l'étude d'impact aurait été favorable. Alors, vous dites, Madame la Ministre, que ça a été transpartisan, mais je ne vois pas en quoi ça viendrait invalider le fait qu'une évaluation, peut-être sous la forme d'étude d'impact, aurait été nécessaire pour une telle décision. Et je pense que l'amendement de suppression qui est proposé ici a l'avantage de maintenir donc la loi de 91, et au motif simplement que il me semble que d'abord, il maintient les bureaux de l'aide juridictionnelle au siège des juridictions. Et je ne pense pas que la liste et le ressort puissent être fixés par décret. Au demeurant, le maintien des badges dans l'état actuel au sein des TGI me paraît vraiment le lien pertinent pour tenir compte du lien propre qu'il y a entre les TGI et le barreau. Et c'est particulièrement vrai en matière pénale, puisque le fonctionnement des juridictions est dans ce cas-là particulièrement dépendant des pratiques en matière juridictionnelle, puisqu'il faut maintenir ce lien étroit entre notamment le président du tribunal, le procureur, le bâtonnier et son bureau des aides juridictionnelles. Merci, Monsieur Lefebvre. Vous avez demandé la parole. Monsieur Sueur. Oui, je vais répondre à Madame la Ministre. La réforme de l'aide juridictionnelle, c'est pas un sujet nouveau, récent. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Et voir cette réforme surprisement arriver comme ça, de façon un peu sournoise, j'allais dire, ou en tout cas pas très opportune, par le biais d'un amendement, ça me paraît pas logique, en tout cas au niveau du travail du Parlement. On aurait d'ailleurs pu faire figurer cette mesure dans le texte initial du projet de loi de finances. Ça me paraît aussi logique, ce qui aurait permis d'avoir une étude d'impact. Je considère à nouveau que l'estimation du coût de cette mesure est important pour décider pleinement de l'efficacité de cette réforme. Merci, Monsieur Sueur. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je partage ce qui vient d'être dit par Monsieur Lefebvre. Ici, au Sénat, nous avons beaucoup réfléchi à la question de l'aide juridictionnelle. Je ne sais pas combien de rapports nous avons fait. L'un des derniers étant, et je crois, celui qui avait été fait par Monsieur Mézard et Madame Joissaint, qui proposait beaucoup de pistes très importantes. Que la réforme de l'aide juridictionnelle, qui est c'est un sujet essentiel, très important, arrive comme ça, en pleine loi de finances, par un amendement de l'Assemblée nationale, sans prendre aucunement en compte les réflexions du Sénat, qui ont été très approfondies sur ce sujet, nous paraît, sur le plan de la méthode, n'être pas satisfaisant.
De la même manière, vous le savez, nous n'avons pas été ravis d'apprendre que la justice des mineurs serait réformée par ordonnance. Certes, il s'agit d'une ordonnance, je sais, mais nous serons très vigilants et j'espère, Madame la Ministre, vous l'avez dit, qu'il y aura un profond débat avant l'adoption des mesures. Mais pour revenir à cette question de l'aide juridictionnelle, nous avions déposé 3 amendements. Mais bien entendu, nos 3 amendements, ils vont exactement dans le même sens, avec des moyens différents, que les amendements de M. Lefebvre et de M. Détraigne. En effet, nous pensons qu'il y a un vrai problème quant à la prise en compte des ressources. Prendre le revenu fiscal, ce n'est pas prendre en compte l'ensemble des revenus. Deuxièmement, nous sommes attachés à ce qu'il y ait un bureau d'aide juridictionnelle dans chaque tribunal de grande instance, même si cela peut susciter des difficultés. Attention à éloigner le lieu où cela sera décidé de nos concitoyens qui viennent demander l'aide juridictionnelle. Et enfin, le fait que le bureau d'aide juridictionnelle pourra refuser des mesures qui paraîtront ne pas pouvoir être acceptées ouvre une porte à l'arbitraire. Donc vraiment, nous sommes déçus, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, nous aurions vraiment dû être associés à cette réforme, nous pensons que celle-ci a été faite trop rapidement, qu'elle risque d'engendrer des conséquences très défavorables à un certain nombre de nos concitoyens. C'est pourquoi c'est dans cet esprit que notre groupe soutiendra les amendements de suppression, puisqu'ils sont ils ont exactement le même objet que les 3 amendements que nous avons pour notre part déposés. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 22 et l'amendement 514, amendements identiques avec tous deux un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Les 5 amendements suivants tombent et l'article 76 ter des sièges est donc supprimé. Voilà pour cette séance que vous avez pu suivre sur notre antenne. L'examen du budget va encore occuper les sénateurs en séance jusqu'au vote solennel prévu le 10 décembre prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de notre rédaction sur le site publicsénat.fr. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.